Nous sommes le 9 octobre, en vendredi donc, 2020. Et je m'appelle Iselsi Akizimana, membre d'Ewen Life, et je remplace Estelle qui animait généralement ses Facebook Live. Et aujourd'hui, Ewen Life a invité Valentine Drieux, à qui je vais demander de se présenter d'ailleurs dans un instant. Avec elle, nous allons aborder une thématique assez originale, parce que très peu connue. On va parler des équipes relais handicap rares. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un handicap rare? Quelles sont ses missions? Où les trouve-t-on? Voilà, entre autres, ce que nous allons aborder avec elle. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui, Valentine. Qui est donc Valentine Drieux? Eh bien, moi, je suis pilote d'une équipe relais handicap rare en région PACA et en région Corse depuis 5 ans. Oui, donc ça fait 5 ans quand même que vous pilotez cette équipe. Avant d'aborder les questions en rapport avec les missions des équipes relais handicap rare, qu'est-ce que c'est un handicap rare? Alors, c'est déjà une question qui n'est pas facile. On commence déjà par Oui. rentrer directement dans le sujet. Alors, le handicap rare, voilà, il y a la notion de rareté qui intervient tout de suite. Donc, ça signifie qu'on va s'adresser à quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de complexe. Donc, le handicap rare, déjà, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est la situation qui est rare. C'est-à-dire, la situation, elle est caractérisée dans la définition qui est la nôtre et qui nous permet de travailler. Le handicap rare, c'est une situation qui est composée de 3 éléments. La rareté, vous venez de le dire. Ensuite, la rareté des combinaisons de déficience. Alors ça, c'est un peu technique, je vais l'expliquer juste dans un instant. Et ensuite, la rareté et la difficulté des accompagnements qu'on peut proposer. Donc, quand on parle de rareté de déficience, là, on rentre dans un vocabulaire qu'on n'aime pas trop utiliser quand on travaille dans le champ du handicap aujourd'hui, c'est la déficience. La déficience, c'est quelque chose d'acquis, de figé. C'est vraiment pas c'est une conception assez ancienne. Ça fait heureusement, quelques années qu'on va parler de situation de handicap et qu'on va envisager l'intervention de professionnels autour de cette notion de situation. Ça veut dire que quand on travaille sur un handicap rare, ce qu'on va regarder, c'est vraiment tout ce qui rend compliqué cette situation. Mais je reviens à ta question, qu'est-ce qu'un handicap rare? Je suis déjà en train de partir sur autre chose. Eh bien, tout simplement, cette rareté des déficiences, eh bien, en quelques mots, ça concerne des situations autour du handicap sensoriel avec d'autres troubles associés, ou ça concerne des situations où on va se trouver face à des maladies rares ou qui peuvent être d'origine métabolique, d'origine hypophysaire, qui peuvent concerner par exemple l'épilepsie sévère. Voilà, c'est un champ qui est couvert par les handicaps rares. Ouais. Justement, par rapport à ça, par rapport aux maladies génétiques, il y a des familles qui nous demandent parfois c'est quoi la différence entre une maladie génétique et un handicap rare. À quel moment, en fait, quelqu'un qui a une maladie rare peut rentrer dans ce cadre d'un handicap rare? Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que toutes les maladies rares ne créent pas de situation de handicap rare. C'est là où la notion de situation prend tout son sens. Parce que la maladie, c'est pas égal au handicap. Donc, maladie rare n'égale pas handicap rare. Par contre, il y a certaines maladies rares, par exemple génétiques, qui vont engendrer des situations de handicap, c'est-à-dire à partir du moment où la personne, l'enfant ou l'adulte est empêché dans son environnement, dans sa communication, dans les gestes de la vie quotidienne, dans sa capacité de se mouvoir, dans sa capacité de travailler, d'apprendre. Voilà.
Et justement, par rapport à tout ça, on a vu que chez vous, enfin, chez les équipes relais handicap rare, vous avez une façon originale en fait d'aborder ces questions, d'orienter et de mettre en place une prise en charge des familles ou des parcours de vie des gens en situation de handicap. Ça fait partie de vos missions. Concrètement, quelles sont les missions des équipes relais handicap rare? Là encore, une question vaste et complexe. Je vais essayer de répondre rapidement. Alors, nos missions, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes un dispositif d'appui. Appui aux familles, appui aux personnes concernées, appui à tout l'entourage de la personne qui est concernée par la situation de handicap. Que ce soit des aidants familiaux, donc la famille, les amis, le tissu relationnel autour de la personne, ou alors les aidants professionnels, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient dans le champ spécialisé au handicap, mais qui peuvent être aussi le médecin traitant, le médecin spécialiste. Voilà, c'est là où on peut intervenir. On ne vient pas remplacer, on viendra toujours appuyer ces personnes qui gravitent autour de la personne concernée. Et comment vous fonctionnez? J'ai cru comprendre qu'il y en a 13 quand même au niveau national. Comment vous fonctionnez? Comment ces équipes fonctionnent-elles? Alors, il y a un socle commun à toutes ces équipes. Donc, le territoire national est divisé en 13 grandes régions qui couvrent grosso modo les régions administratives. Et donc, nous sommes missionnés pour intervenir auprès de situations de handicap rare, c'est-à-dire qu'on peut nous solliciter. Peut-être vous me questionnerez sur les modalités. Ah oui, je pense que la plupart des familles et des personnes dans cette situation se posent les questions du suivi. On va y revenir. On va y arriver. Donc, à partir du moment où on nous sollicite, notre travail, c'est d'approfondir la question qui nous est posée, de l'analyser, de l'évaluer avec l'ensemble de notre équipe et ensuite de proposer à la personne de l'accompagner dans la réalisation d'un plan d'action qui vise à résoudre la difficulté qui nous est posée. En d'autres termes, on est un dispositif qui intervient à un moment clé parce que souvent critique du parcours. On n'a pas vocation à intervenir tout au long de la vie parce que ça, il y a des dispositifs qui sont prévus pour. Et je reviens à l'idée que nous, on vient en appui, ce qui nous permet d'avoir, comme vous le disiez à l'instant, des interventions qui peuvent être assez originales. Oui, et donc, si je comprends bien, il y a des critères quand même pour être suivi par vos équipes. Ah bah déjà, il y a la question de la situation de handicap rare. Alors là encore, je reviens peut-être pour expliquer mieux ce que j'ai dit juste avant. L'idée, c'est que nous n'avons pas vocation à suivre toutes les personnes qui auraient un handicap rare dans notre région, en PACA et en Corse. Mais par contre, nous sommes là pour aider à la résolution d'un moment du parcours qui est compliqué. Si vous voulez, je peux vous donner quelques exemples. Oui, bien sûr. C'est par exemple la situation qui peut se passer à différents moments de la vie, quand il y a toute une période qui se referme, c'est-à-dire un enfant qui serait accompagné dans une structure de petite enfance. Après l'âge requis, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème pour envisager l'après, c'est le moment où on peut nous saisir. On peut penser aussi aux enfants qui sont suivis dans des IME, donc les instituts médico-éducatifs, et qui commencent à devenir adolescents, voire même à être adultes, et pour lesquels les équipes ont du mal à trouver la suite du parcours. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur proposez dans ces cas précis? Eh bien, par exemple, on va examiner pourquoi ce moment est compliqué, qu'est-ce qui pose problème. Évidemment, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas seul à travailler. Si c'est un manque de place qui est bien connu, hein, je pense, des familles qui vous suivent, un manque d'équipement adapté, etc. Bon, bah, évidemment, on ne va pas faire de miracle. Mais par contre, on va mobiliser, je le rappelle, à côté de la personne et de son aidant, on va travailler à la mobilisation de tous les acteurs qui peuvent
faire quelque chose. Et si on ne trouve pas la solution idéale tout de suite, on va contribuer à sa résolution en mettant en place des choses transitoires qu'on va suivre avec la personne pour essayer de les faire évoluer au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment de ne pas lâcher, de ne pas passer le relais justement, ou plutôt le passer quand les choses sont résolues. Et quand on a trouvé des partenaires dans la proximité de la personne qui peuvent jouer ce rôle. Et si je comprends bien, c'est-à-dire que en fait, vous n'intervenez pas dès le début de la maladie. C'est un peu plus tard qu'on peut vous solliciter. On peut nous solliciter à tous les âges de la vie. Là, sur le recul, au bout de 5 ans de pratique, on a été sollicité, je dirais, 5-6 fois pour des enfants tout petits. Donc, on peut supposer que la découverte de la maladie intervenait à ce moment-là. Si on nous sollicite à ce moment-là, on va déterminer avec les parents quel est leur besoin et si on peut les y aider. Souvent, ce n'est pas grand-chose parce que moi, je dirais que le besoin au moment de la découverte de la maladie, il est vraiment autour de l'entourage de ces familles. Le fait de pouvoir les écouter, de leur donner la juste information et de les accompagner dans ce moment qui est toujours extrêmement compliqué. Donc, ça, s'il n'y a pas de structure pour le faire, ben nous, on va essayer de les chercher. Et on va essayer de les mettre à la disposition de ses parents. Mais je rebondis sur la question, la découverte de la maladie, ce n'est pas toujours au moment de la petite enfance. Ça peut intervenir à tous les âges de la vie, parce qu'on voit aussi dans les problématiques de maladies rares que l'errance, qu'elle soit en matière de diagnostic ou de parcours médical ou d'accompagnement en général, ça peut durer des années. Des années, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on n'a pas d'agrément, donc on peut intervenir autant sur des enfants que sur des adultes. Et on va essayer de jouer un rôle de tiers et un rôle de ressource. Et concrètement, quand quelqu'un vient vous solliciter, c'est quoi le processus d'accompagnement? Disons, moi j'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour vous solliciter et avoir accès à votre aide, par exemple? Alors, déjà, pour nous contacter, nous avons un site internet avec toutes les coordonnées de l'ensemble de l'équipe. On peut nous joindre tous les jours de la semaine, par téléphone également. 7 jours sur 7? Non, n'exagérons pas, juste la semaine. Non plus. Même si il est vrai qu'on réfléchit, et c'était notamment le cas cet été et suite à la crise du Covid, à élargir les dispositifs d'accueil, il est vrai que quand il s'agit d'urgence, trouver une solution pour ce soir, demain, là on a besoin de dispositifs d'urgence. Nous, on est un dispositif qui, même si ce n'est pas sur toute la durée de la vie, il faut se poser, prendre le temps d'examiner la question qui est posée. Donc, je comprends. Donc, la personne vous contacte sur Internet ou vient vous voir et après, vous établissez… l'opportunité de venir nous voir. Je reviens sur cette demande qui est faite. Nous, on va vraiment bien expliquer nos missions à cette personne. On va lui donner le temps de la réflexion pour savoir si elle a envie de faire appel à nous. Et à partir de ce moment-là, on va vraiment travailler à partir de sa demande, c'est-à-dire prendre vraiment le temps de l'écouter, parce qu'il y a peut-être une demande derrière qui n'est pas exprimée, parce que c'est compliqué de le faire, parce que peut-être il y a un conflit. Je vous ai parlé tout à l'heure du rôle de tiers. Le rôle de tiers, c'est aussi quand il y a des conflits. Je vous ai cité l'exemple d'un accompagnement qui prend fin en IME. Quand la suite du parcours n'est pas évidente, c'est évident qu'il peut y avoir alors peut-être pas des conflits, mais en tout cas des tensions entre les familles, le jeune en question et aussi l'établissement, qui a aussi de son côté des impératifs d'accueil d'enfants plus jeunes, etc. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de prendre le temps pour écouter et cerner l'enjeu de la question. Ensuite, réunir l'ensemble des partenaires. Alors, quand je dis réunir, ce n'est pas forcément réunir physiquement et on discute ensemble, mais en tout cas, recueillir la parole de chacun. Essayer de vraiment la comprendre au fond de la question pour ensuite
mettre ensemble les partenaires autour de la table, si besoin en associant les institutions. Je pense à l'ARS par exemple, je pense à la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, pour essayer de voir ce qu'il existe sur le territoire, quels sont les manques, comment nous, on peut intervenir pour aider à les trouver et en veillant à ce que le projet de la personne soit toujours respecté. Une petite question, est-ce que dès que vous vous asseyez ensemble, vous regardiez, vous compreniez sa situation, est-ce qu'il y a des formulaires ou des documents à vous remettre? Ou comment ça se passe concrètement? Il n'y a pas de formalisme particulier. La seule chose sur laquelle on est très vigilant, mais ça, je pense que les personnes qui vous suivent en ont extrêmement l'habitude, c'est le consentement. Ça, c'est essentiel. On n'intervient jamais. Par exemple, si un établissement nous sollicite en nous disant on souhaiterait travailler telle et telle chose avec ce monsieur, eh bien, nous, on ne va pas dire oui de but en blanc. C'est ce monsieur qu'on va aller voir pour lui demander si ça lui convient, s'il est en accord. Et à partir du moment où ça lui semble intéressant, alors évidemment, quand je vous dis ça, ça peut sembler très théorique. Ouais. Si c'est une personne qui ne s'exprime pas verbalement, on va revenir soit vers la famille, soit vers le représentant légal pour réexpliquer la problématique de l'établissement, ce qui nous est demandé, et voir ensemble quel terrain d'accord on peut trouver pour ensuite intervenir. Donc, en termes de formulaire, il n'y a rien, si ce n'est consentir à ce que notre équipe intervienne auprès de la personne. Dans votre secteur PACA Corse, qui a été mis en place en 2016, si je ne me trompe, en avril, je pense, si je ne me trompe, vous, par exemple, combien de personnes avez-vous suivi dans votre secteur jusqu'à maintenant? Actuellement, nous accompagnons 130 situations. D'accord. Et ces 130, c'est depuis le début, enfin, ça dure combien de temps une prise en charge ou un suivi comme ça peut durer combien de temps? C'est vraiment de durée variable. Comme je vous le disais, je pense que vos auditeurs ont connaissance de ça. Il y a des dispositifs qui ont des durées de prise en charge et éventuellement, on peut demander un renouvellement. Bon, nous, déjà, on n'est pas sur notification de la MDPH. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire appel à nous. Et la durée, elle n'est pas définie dans le temps. Et la durée, c'est le temps de la résolution de la situation problème. Sachant qu'une fois que le problème est résolu, eh bien, soit le dossier est archivé et voilà, la personne reprend le cours de sa vie dans un environnement qu'on espère plus adapté, voilà, en accord avec ses objectifs. Et si de nouveau un problème apparaît, nous sommes toujours disponibles. Donc, elle peut revenir, la personne peut revenir. Elle peut revenir. Et quand je vous dis nous accompagnons 130 personnes, ce n'est pas depuis le début. Il y a des gens qui sont déjà sortis de notre dispositif que je n'ai pas compté. Il y a des gens qui sont déjà revenus 1, 2, 3 fois. D'accord. Tout est possible. Là, les 130, c'est vraiment les personnes que vous suivez actuellement. Oui, puisqu'on a une équipe qui certes est modeste, mais nous avons, par exemple, des référents de parcours sur les territoires. On a 3 personnes qui sont à mi-temps et qui ont en charge chacun de 2 départements de la région PACA. Une personne à Marseille qui intervient dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, une personne à Gap qui intervient dans tout le territoire tout le territoire alpin, et une 3e personne qui est à Nice et qui s'occupe du Var des Alpes-Maritimes. De la même façon en Corse, on a également 2 référents, et à Marseille, nous avons des conseillers techniques qui sont plus spécialisés sur des champs particuliers qui peuvent nous intéresser dans l'accompagnement des situations. On a également un médecin pour un petit temps, et surtout, et je pense que ça c'est vraiment intéressant pour vous d'avoir ça en tête, c'est qu'on fait appel, nous on n'a pas un savoir immense sur les situations de handicap rares. C'est vraiment, là on peut vraiment faire le parallèle avec les maladies rares. Les
Les maladies sont rares, mais les malades sont nombreux. Je crois que c'est un slogan bien connu. Les situations de handicap rares, c'est pareil. Il y a des situations types générées par un certain nombre, soit de situations de handicap, soit de maladies qu'on connaît. Mais il y en a plein aussi qu'on ne connaît pas. Donc, à ce moment-là, on fait le travail de recherche, on fait le travail d'imprégnation, d'observation auprès de la personne, observation et écoute de la parole de l'aidant, de ce qu'il connaît de son enfant ou de son proche. Et aussi, on va aller chercher de la compétence ailleurs, chez des professionnels de notre région, mais aussi d'autres régions. Et on va aussi chercher de la compétence auprès des parents. On travaille avec des associations de parents qui viennent parfois avec nous former des équipes. Ah oui. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que ça montre aux professionnels que les parents, déjà, ont des compétences. Ça, je pense que théoriquement, personne n'en doute. Oui. Mais de là à venir les montrer, les faire intervenir dans l'établissement, ça, c'est un pas que tout le monde ne franchit pas. Nous, on va essayer de favoriser ça. Mais de la même façon, on va aussi essayer de montrer aux familles qu'ils ne sont pas seuls à connaître, entre guillemets, parfaitement leur enfant. Il y a aussi des professionnels qui les voient tous les jours, pour les adultes, parfois 24 heures sur 24, et que cette personne qui est leur enfant a d'autres habitudes, d'autres façons d'être dans un autre lieu, et que ça aussi, c'est intéressant de l'entendre, parce que c'est vraiment la globalité de la personne. Nos enfants ne sont pas les mêmes quand ils sont avec nous, à l'école, à la maison, avec d'autres qui ne sont pas nous, etc. C'est quelque chose de classique. Pour autant, c'est assez difficile en tant que parent à appréhender. Nous, c'est des choses qu'on peut travailler et c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard croisé. Qu'on peut aussi faire intervenir dans le milieu médical. Est-ce que les parents participent, par exemple, aux activités des équipes? Donc, comme je le disais à l'instant, on a parfois des parents, mais aussi des parents qui sont militants dans des associations de parents, de venir avec nous lors des temps de sensibilisation, de venir avec nous sur des formations également, de venir observer avec nous pour nous offrir leur regard. On partage aussi beaucoup de supports. Il y en a sur notre site, des supports de formation, des événements qui peuvent se passer dans leur association. Et surtout, dans nos accompagnements individuels, dès que nous le pouvons, nous mettons en relation vers des associations. Et si les personnes en ont besoin, on fait le premier pas avec elles. Parce que c'est parfois difficile de prendre son téléphone pour aller vers un autre interlocuteur. Ça, c'est vraiment… Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la notion d'accompagnement. Oui. Voilà, ce n'est pas juste donner des préconisations, une liste de choses à faire, comme j'imagine les parents ont souvent l'habitude de recevoir la liste de courses là, comme ça qui fait peur. Non, nous, notre boulot, c'est vraiment de voir avec toute cette liste, avec eux, toute cette liste, et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est possible pour vous de faire? Qu'est-ce qui semble intéressant? Comment on peut vous aider à réaliser ça? Si je comprends bien, il n'y a aucune aide financière par rapport à ça. C'est vraiment un accompagnement, une prise en compte de tout le parcours et d'orientation. C'est ça. Il n'y a pas de question financière, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de capacité à ce niveau-là. Mais par contre, l'ensemble de nos interventions sont gratuites. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, si j'ai 2 minutes pour en parler, c'est que dans les partenaires qui interviennent à nos côtés, eh bien, il y a les centres nationaux de ressources handicap rares. Il y en a plusieurs en France qui sont vraiment très spécialisés sur un certain nombre de sujets, la surdicécité, les troubles du langage et la surdité, les troubles… la déficience visuelle et les troubles autistiques, l'épilepsie sévère. On peut, nous, intervenir avec ces partenaires qui souvent sont à l'autre bout de la France, en faisant venir ces partenaires sur le territoire, dans l'établissement où se situe la personne, éventuellement dans le milieu scolaire ou alors dans la crèche
ou alors dans l'établissement spécialisé ou encore au domicile. On peut travailler avec eux sur des bilans parce qu'il y a une problématique que certainement vous connaissez, c'est la difficulté d'obtenir des bilans dans un laps de temps raisonnable, des bilans qui soient vraiment utiles et compréhensibles pour les parents. Pour les parents. Or là, on a des partenaires qui font le travail, font l'effort de fournir quelque chose d'extrêmement professionnel, utilisable par les parents dans leur vie quotidienne, dans les démarches qu'ils ont à faire, mais en les comprenant. C'est-à-dire en indiquant, en se mettant toujours à la place de la personne et en mettant en lien les points forts, les freins qui sont existants et sur lesquels on va devoir travailler, et en mettant en lien et les professionnels et les parents. Voilà, ça, c'est des prestations qu'on peut mettre à disposition. Oui. Et justement, vous l'avez abordé tout à l'heure, tu l'as abordé tout à l'heure. Dans la région PACA, Corse, vous êtes une équipe de combien, par exemple? Nous sommes 9. 9, avec quel profil? Vous l'aviez abordé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire tu peux nous dire les profils qu'il y a dans les 9 pour qu'on comprenne mieux? Okay. Alors, on a donc 5 référents de parcours sur les territoires. Alors, les référents de parcours ont tous des parcours différents. Il y en a qui ont été éducateurs pendant plusieurs années, mais éducateurs, ça signifie ce sont des personnes qui ont travaillé essentiellement avec des enfants, d'autres essentiellement avec des adultes, d'autres autour du spectre autistique, d'autres autour de la déficience intellectuelle. Enfin, ils viennent tous avec des compétences différentes. On a aussi un professionnel dans notre équipe qui est psychomotricien. On a une personne qui est spécialisée, qui a travaillé dans l'accompagnement à la santé. On a aussi un médecin qui est avec nous, voilà, sur un petit temps, mais qui nous aide à accompagner ces familles, qui peut les avoir au téléphone, qui peut éventuellement se déplacer. C'est plus difficile, mais on peut tout envisager. Et cette personne, elle est pédopsychiatre de formation. Elle travaille aujourd'hui dans des contextes vraiment extrêmement différents. Ce qui est vraiment important, c'est le croisement de regard. Et je terminerai en disant qu'on a effectivement les conseillères techniques de l'équipe qui sont ergothérapeutes de métier et éducatrices spécialisées dans l'accompagnement des troubles sensoriels complexes. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Mais avant de clôturer, de conclure notre entretien, on va essayer quand même de répondre à certaines questions de nos internautes, ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, la première question, c'est comment savoir à quel centre on s'adresse? Alors, si je comprends bien la question, pour s'adresser aux équipes relais, on est relativement trouvable facilement sur des moteurs de recherche classiques, pour ne pas les nommer. Donc, équipe relais handicap RAM, on porte tous le même nom. Et selon la région où on se trouve, on peut tout à fait identifier l'équipe relais qui est sur notre territoire. Est-ce qu'il y en a un sur Montpellier, par exemple? Sur Montpellier, c'est Occitanie. C'est Occitanie, voilà, anciennement Languedoc-Roussillon. Pardon, il y aura aussi Occitanie, mais côté plutôt Midi-Pyrénées. Il y a la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire. Là, je vais en oublier, c'est très piégeux. Le Grand Est. Voilà, il y en a 13 sur l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire métropolitain. Je rajouterais qu'il y a aussi une équipe qui est à La Réunion et Mayotte. Et Mayotte aussi, oui. Voilà. Et alors, il y a une autre question. Comment on fait si on est dans la ville du centre et comment on prend contact, en fait? C'est ça la question. Alors, par téléphone, par mail, en venant nous rencontrer, vraiment tout est possible. Et pendant cette période de crise sanitaire, est-ce qu'il n'y a pas de restrictions par rapport aux visites physiques, je dirais?
Alors ça, c'est une alchimie qui est un peu complexe à trouver. Je dirais que ça dépend évidemment du contexte de la zone. Nous privilégions, depuis notre création, le fait de pouvoir nous déplacer, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux personnes de venir chez nous, on couvre quand même une grande région. On est intervenu dans des territoires aussi éloignés que, par exemple, Tende dans les Alpes-Maritimes ou Briançon. On est intervenu que ce soit dans le Cap Corse ou dans l'extrême sud de la Corse. Donc, on essaie de se déplacer parce que ce n'est pas à la personne de venir chercher ce dont elle a besoin. Voilà, ce n'est pas le sens de l'action sociale. Ça doit être vraiment le contraire. Par contre, avec la crise sanitaire que nous rencontrons, forcément, il peut y avoir des délais. Il peut y avoir des restrictions. Pour l'instant, en PACA, il y a la possibilité de se déplacer avec évidemment l'ensemble des précautions nécessaires. Par contre, dans les établissements, c'est évidemment à discrétion. Ça dépend de la politique de l'établissement. Est-ce qu'il y a des cas dans l'établissement ou pas? Voilà, on s'adapte, sachant que, comme tous, on a beaucoup fonctionné pendant le confinement avec des outils numériques. Et j'ai une autre question. Et si on n'a pas un handicap rare, si on a un handicap pas rare, peut-on avoir recours à ces structures? Théoriquement, non. J'imagine que si la question est posée, c'est parce qu'il y a un besoin ou quelque chose qui est problématique. Alors, je dirais que c'est vraiment au cas par cas. L'idée, c'est vraiment de savoir et d'identifier, est-ce qu'il n'y a pas une structure dans l'entourage? Alors, quand on dit l'entourage, c'est pas forcément la porte à côté, ça peut être un territoire beaucoup plus large. Ceci dit, est-ce qu'il peut exister en France des structures qui sont compétentes? Nous, si on n'est pas compétent sur un certain type de situation de handicap, on n'aura aucune plus-value. Par contre, mais vous pouvez orienter. Si une personne comme celle qui pose la question est vraiment en interrogation et qui lui semble qu'on pourrait lui être utile, même si ça ne s'avérait pas être possible, on pourra toujours essayer d'orienter au mieux selon la connaissance que nous, professionnels, avons du territoire. Alors, je pense qu'on va clôturer. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On l'aura compris, les équipes Relais Handicap Rare sont là pour améliorer le quotidien des personnes ayant un handicap rare, une maladie génétique qui peut générer aussi une situation de handicap, mais aussi accompagner les familles dans le parcours de vie de ces personnes qui concernées par cette situation. Alors, pour résumer, Valentine, rappelez-nous les 3 missions des équipes Relais Handicap Rare. 3 missions, ok, ce sera mon dernier mot. Alors, créer un réseau d'acteurs compétents, concernés, et j'oserais le dire, motivés par ces situations complexes de vie que sont les handicaps rares. Accompagner des personnes vivant sur le territoire, des équipes relais, les accompagner à des moments un peu complexes de leur parcours de vie. Et la 3e mission, voilà, tourne autour de la compétence et de l'augmentation des compétences sur le territoire. Voilà. C'est votre dernier mot? Il n'y a rien à ajouter dans tout ce qu'on a vu? Un petit rappel? Alors non, pas de rappel, mais juste dire que bien sûr, ce sont des situations complexes. Elles sont souvent difficiles à vivre. Quand les gens nous appellent, c'est qu'il y a vraiment une difficulté. On n'a pas toujours la solution, mais par contre, on essaie de proposer une autre approche que parfois les intervenants de terrain ne peuvent pas trouver seuls parce qu'eux, ils sont dans le quotidien de la situation. Tout comme parfois les parents, ou n'importe quel parent d'ailleurs, est confronté à une difficulté qu'il juge insoluble avec son enfant et qui peut se dénouer avec l'apport d'un tiers. Donc, je dirais que nous, notre mission, c'est ça. Et on est pleinement engagé là-dedans parce que voilà, la solution existe toujours quelque part et elle ne se trouve pas automatiquement.
Parfois, c'est vraiment par étapes. Il y a beaucoup de patience et il y a beaucoup de… C'est vrai, je sais que vous parlez beaucoup de parcours du combattant et c'est juste. Mais voilà, sur la route des personnes qui sont concernées par toutes ces situations, il y a des dispositifs ressources et nous, c'est notre rôle que de les activer. Voilà, cher public, ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront plus tard en rediffusion, j'imagine, nous vous remercions, nous espérons vraiment qu'on a pu faire le tour de toutes les questions que vous vous posez, sinon on y reviendra plus tard. Toute l'équipe d'EON Life vous remercie de nous avoir suivis et voilà, à bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.